Merci beaucoup à vous tous pour votre présence. Et merci aussi à mes ancêtres qui m'ont protégé, qui m'ont guidé jusqu'à aujourd'hui pour que je puisse rester debout. Et surtout, en ce jour du 7 avril, j'ai un sentiment d'une immense gratitude pour l'armée, donc l'APR, l'armée patriotique rwandaise, qui m'a libéré, qui a libéré aussi des rescapés, et qui nous a redonné l'espoir pour encore vivre. Alors, sans plus tarder, mon témoignage, on n'a pas beaucoup de temps, va s'articuler sur trois points. D'abord, l'histoire générale des Tutsis qui étaient dans ma région natale, de Bugesera, et mon histoire personnelle, mon vécu pendant le génocide, et surtout un message d'espoir qui est une force de nos ancêtres incarnés. Et donc, je suis Emmanuel Gatera. Je suis né dans une famille qui a été très longtemps persécutée. Pour ceux qui connaissent le Rwanda, ma famille en fait venait du nord, ce qui était Ruhengeri et Gisenyi. Mon père était dans un clan qu'on appelle des Batsové. Il faut savoir qu'en fait le Rwanda, tous les 18 clans de la famille rwandaise, c'était aussi des familles totémiques. Des questions d'ethnie, ça nous a été importé. Et donc ma mère appartenait au clan de Wanyikinya. Quand les premiers massacres ont commencé, donc les massacres des Tutsis en 1959, et on a déporté ma famille vers la région du sud, donc Bugesera. Et donc ils espéraient, parce que c'était une forêt, et il y avait beaucoup des animaux, des tigres, des lions, des serpents, et surtout des mouches, pour ceux qui connaissent cette région, des mouches tsetse. Donc ce sont des mouches qui causent une maladie du sommeil. Donc, et on les a jetés là-bas. Même les vieux, c'est-à-dire les vieux du village, les personnes âgées, disaient que l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies, mais on ne prononce pas le L, on disait RONI. Donc RONI nous a promis qu'on va récupérer nos biens, nos terres, mais on les a assassinés en 1994 sans pouvoir récupérer leurs biens. Voilà, donc nous sommes... donc ces persécutions ont continué. D'ailleurs, j'ai appris que c'est-à-dire mon père, qui était enseignant, je pensais que c'était l'aîné de la famille, mais j'ai appris qu'en 1959, donc l'aîné de la famille a été assassiné pendant cette période-là, en 1959. Mais tout ça, c'est une histoire qui nous a été, peut-être pour nous protéger, on nous a caché ça. Et alors, j'essaie de remonter dans le temps, parce que les massacres ont été cycliques en 69, en 73, et vers la phase donc finale de 1994, très peu avant, donc là, le Bugesera était en fait une région où on a expérimenté le génocide, parce que quelques années avant, dans les années 92, on a subi aussi donc il y a eu des massacres de personnes, on a brûlé les maisons, on a incendié les maisons. Je me rappelle que l'ancien préfet de Kigali rural, donc c'est un monsieur qu'on appelait Bangabiti Emmanuel, et il est venu, donc après cette période, il est venu faire une réunion aux sous-préfectures de Kanazi à l'époque. La sous-préfecture de Kanazi était composée par trois communes. Donc il a dit ceci, tous les villageois étaient réunis, alors il les a dit, écoutez,
Je vais d'abord le dire en Kinyarwanda, après je traduis. Mwabatumye zanyu mwabaye muti twaba ninde wabatumye kurya ibintu by'abatutsi mubanze mukora akazi mugomba gukora mubice mubamare ibisigaye byose inka zabo n'imyaka yabo n'amazu yabo byose birasigara ibyabo. Donc il a dit ceci: vous les Hutus, qui vous a demandé d'aller prendre les affaires des Tutsis, manger les vaches, qui vous a dit ça? D'abord exterminer les Tutsis, le reste vous appartiendra. Et il les a fait répéter au moins en boucle pendant 5 photos, toute la foule a acclamé ça. Donc c'est là où c'est-à-dire que ça montre que dans la finalité, ils ont accompli ce qu'on les a demandé de faire. Et donc, mais ce qu'il faut savoir que dans cette région de Bugesera, on était, il y avait, c'est l'une des régions où il y avait beaucoup de Tutsis, donc dans mon village. Et c'est pour ça qu'on ne pensait même pas qu'ils allaient nous exterminer, tellement qu'on était nombreux. Et donc, aussi, notre enfance, et ça c'est une parenthèse, je me rappelle qu'à l'âge de 7 ans, je ne savais pas vraiment qui j'étais, je ne savais même pas qui j'étais au niveau de l'ethnie. Je me rappelle que mon institutrice, en fait, au début de l'année, on remplissait ce qu'on appelait des fiches signalétiques, c'est-à-dire qu'on identifiait qui était Tutsi, qui était Hutu, les enfants. Moi, je me levais partout, alors l'institutrice m'a renvoyé, parce que mon père était enseignant. Va demander à ton père qui tu es. Bon, je vais demander à mon père, je traverse la cour. Je dis, écoute, mon papa, la maîtresse me demande de te demander quelle est mon ethnie. Mon père, il me regarde, il me dit, va lui dire que tu es Tutsi. Le temps de traverser la cour, je rentre à l'intérieur, j'avais déjà oublié qui j'étais. J'avais déjà oublié même comment on le prononce. Et puis l'institutrice m'a pris par la force, m'a jeté sur le siège, il m'a fait répéter plusieurs fois. La prochaine fois, n'oublie pas que tu es Tutsi. Ça, c'est une parenthèse. Pour nous dire qu'en fait, et le soir, quand j'ai posé la question, mon père m'a dit, pourquoi tu ne m'avais pas dit? Parce qu'il m'a dit que ce n'était pas important. Soit. Donc, nous allons, je remonte pendant la période de génocide. C'était dans la vacance scolaire. J'étais chez moi, à la maison, parce que les trois, je viens d'une famille de 6 enfants. Les trois, ils n'étaient pas là, c'était à Kigali. On les a assassinés ailleurs. Et moi, j'étais à la maison avec les petits frères. Et donc, le matin, du 7 avril, mon père, qui écoutait souvent la radio, donc la RFI, donc c'est la radio France Internationale, je pense que c'était vers 5 heures du matin. Et il vient, il me dit, écoute, Emmanuel, réveille-toi parce que je viens d'entendre que le président Abiyarimana vient de mourir et des Hutus tels que je les connais, ils vont nous massacrer. Il avait vraiment peur. Je voyais qu'il tremblait, il marchait, alors que c'était pas la période c'était pas la période de travail. Normalement, il se levait très tôt. Ce jour-là, il avait vraiment peur. Et donc, moi aussi, je me lève, donc on commence. Déjà pendant la journée, on voyait que déjà il y avait de la fumée partout. Et ils avaient commencé déjà à brûler les maisons. Et nous sommes restés encore 2 jours chez nous. Mais le soir, on ne dormait pas à l'intérieur, on dormait à l'extérieur. Alors, 3e jour, c'est là où on a quitté complètement donc la maison. Donc, nous avons quitté quelques personnes, beaucoup de personnes ont été à la commune, au bureau communal. Et une fois qu'ils étaient rassemblés, le bourgmestre de la commune, qui s'appelait Gatanassi, je me rappelle de lui, il vient, il regarde tout le monde, il fait le tour, et puis il dit, écoutez, vous n'avez pas honte d'être ici. Il dit, de toute façon, vous savez,
vous savez que vous êtes condamné maintenant, c'est fini, c'est terminé pour vous, vous êtes condamné à disparaître. Et de toute façon, peu importe où vous allez, moi, tel que vous me voyez comme ça, il disait, je suis un Hutu. Partout où vous irez, vous allez y trouver des Hutus. Partout dans le pays, vous allez trouver des Hutus. Des policiers sont des Hutus, l'armée sont... Donc, vous allez de toute façon, vous êtes condamné à disparaître. Je voyais déjà les gens qui commencent à s'effondrer. Et nous, avec des copains, on dit qu'est-ce qu'on fait? Et on avait décidé de mourir en courant, en fait, soit en marchant. Donc, mes parents ont été à l'église de Nyamata, ceux qui connaissent. C'est là où ils ont été assassinés, mon père et ma mère. Et les autres ont été à l'église aussi de Narama, ceux qui connaissent. Et donc, les oncles, les tantes. Et mon grand-père aussi. Et donc, nous, le seul endroit qui nous restait, c'était de se cacher dans des marécages et dans des forêts. Et alors, on observait à chaque fois d'où ils venaient, parce que en fait, des Hutus venaient soit des endroits, des collines, on avait des collines. Et on observait d'où ils venaient, alors on courait se cacher dans des marais, dans des forêts. Et on dormait dehors. Et il y avait la pluie, donc ceux qui connaissent la saison de pluie au Rwanda, au mois d'avril, c'est vraiment la pluie, c'est immense. Et c'était, en fait, en fait, il n'y a pas de mots. J'essaie, en fait, bon, mais pas seulement que c'est des mots manquent, même dans ma langue maternelle, qui est en Rwanda, que je maîtrise, ces mots n'existent pas. Pourquoi? Parce que c'est une expérience, on ne peut pas décrire cette expérience. Et nous allons donc vivre cette période indescriptible pendant donc jusqu'au 15 mai. C'est là où l'armée en fait du patriotique rwandais, donc la paix est venue nous libérer, mais dans des conditions inhumaines, inimaginables, indescriptibles. Chaque jour en fait des Hutus venaient nous... Parce que je précise aussi, parce que c'est important, en fait, il y avait une milice, oui, c'était une petite minorité. Mais chez nous, donc là, on disait comme ça, donc on disait que des Tutsis, de toute façon, vous allez disparaître. Une parenthèse, il y avait même un cousin était donc se cachait chez un ami de son père qui était Hutu. Et lui, il lui dit le soir, mais bon, il l'a laissé, il l'a donné à manger, mais ben, écoute, il s'appelait Paul, mais Paul, est-ce que tu crois vraiment que là, tu vas être un Tutsi seul dans le monde parmi les Hutus? Comment tu vas te sentir? De toute façon, vous allez tous disparaître. Est-ce que ça ne te dérange pas de vivre en étant seul dans un monde où il n'y a que des Hutus? Donc réfléchis, demain, c'est quand même, il disait que c'est quand même d'être aussi égoïste de vivre. Comment il allait vivre? Donc ils étaient convaincus vraiment qu'ils allaient tous nous exterminer. Et le lendemain, ils nous ont rejoints dans la forêt où nous étions. Mais dans un état déplorable. Et donc, pour revenir à la phase, parce que je ne peux pas décrire tout le déroulé de ce que nous avons vécu, mais il y a plusieurs phases qui m'ont marqué, parce qu'à un moment donné, on n'achevait pas les personnes. C'est-à-dire qu'ils avaient, avec les machettes, ils avaient une méthode de couper au niveau des poignets, les deux ici, au niveau du cou, et juste au-dessus des talons, on coupait avec la machette. Donc on laissait la personne agoniser là, et le lendemain, il revenait encore. Et à un moment donné aussi, on prenait donc les cadavres, parce que ce sont des personnes que nous connaissions. Nous essayions de les mettre parce qu'on n'avait même pas la force ni des outils de creuser pour les enterrer comme il faut. Mais le lendemain, ils revenaient, ils les éjectaient encore dans la rue. C'était terrible. Mais le 30, avant de terminer, donc le 30 avril, c'était la phase terrible.
parce qu'en fait, ils sont venus dans 4 directions, à l'est, à l'ouest, un peu partout. Donc, notre méthode de courir un peu partout, c'était voué à l'échec. Alors, ils nous ont fait rentrer dans des marais, dans des marécages. C'était vraiment au niveau des vallées. Nous sommes rentrés à l'intérieur, ils sont venus, ils ont commencé à massacrer les gens avec des gourdins, des marteaux, des machettes. Il y avait des cris en fait on ne peut même pas, je ne sais pas, c'était l'hécatombe. Et j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que là où j'étais, ils sont venus, ils ont pris toutes les personnes qui étaient derrière moi. Alors il y avait les autres qui disaient, mais venez, et, ils sont ici. En fait, la manière aussi de nous décrire, on disait des cafards. En fait, ici, il y a beaucoup de cafards. Et alors, une fois que les personnes sortaient, je vais le dire d'abord en Kinyarwanda, en fait, ils disaient Ngugo. En fait, Ngugo, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous êtes réduit en fait à des choses insignifiantes que même l'œil nu arrive à peine à observer, à voir, comme si c'était un peu de la fumée. C'est-à-dire qu'on avait été chosifié et réduit en fait à néant. Et quand ils ont terminé, je pense que vraiment des gens, là où on était cachés, on est resté au moins, il y avait au moins, les 80% qui étaient cachés sont restés là-bas dans les marais, dans l'eau. Et il y avait certains, on les avait tellement coupés, on pouvait même pas les sortir de là. Et on rentre, et c'est le jour où même, je ne vais pas l'oublier parce que c'est là où j'ai perdu mes chaussures en fait. Et mes chaussures m'aidaient à pouvoir courir. Alors à ce moment-là, il n'y avait même plus moyen de courir comme je le faisais. Il y avait des pines en dessous de pieds, mes ongles étaient déchiquetés. Mais j'ai tenu en fait, je continuais à résister. Je n'avais pas peur, je ne sais pas pourquoi. Et je ne sais pas, mais bon, à chaque fois, je ne savais pas, mais je sentais qu'il va y avoir quelque chose. On est resté encore là. Et alors, le 14 mai, l'armée patriotique rwandaise arrive dans la région et on nous dit que nous sommes sauvés. On sort de là. Et c'est là où j'ai pris conscience que je n'avais nulle part où aller. Toutes les maisons avaient été mises par terre. Il n'y avait pas de toit, même les maisons qui étaient encore debout, il n'y avait pas de toiture, il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait pas de porte, il n'y avait rien. Mais j'ai eu la chance parce que, je dis la chance parce que cette armée qui venait de me sauver a été ma refuge, je dis qu'elle a été mon orphelinat aussi. Et je vais y passer plusieurs mois. Et à la fin, donc après, je reprends les études, je reprends une vie normale. Mais je sentais que j'avais... Et puis je retrouve un grand frère qui a survécu, mais le reste, dont mes parents avec des milliers d'autres ont été donc assassinés dans l'église de Yamata, les autres dans l'église de Narama. Et en fait, j'étais vraiment dans un rêve, mais un rêve éveillé. J'avais la force de continuer, j'ai fait mes études, j'ai repris le travail. Mais je sentais que non, en fait, ça devenait terrible pour moi. J'avais envie de, je sais pas, de partir. Je ne savais pas où, je ne savais pas comment, mais j'avais envie en fait de partir. Et c'est comme ça et que j'ai atterri en Belgique en 2000. Et là, je vais avoir ça encore un autre parcours de combattant qui commence. Et j'arrive en Belgique en 2000 et j'introduis une demande de séjour. Et bon, cette demande aussi m'a été refusée. Je me rappelle qu'en fait, un agent de l'Office des étrangers qui m'interviewait à un moment donné, il m'a dit « Monsieur Katera, vous êtes Tutsi, donc maintenant que vous avez le pouvoir au Rwanda, vous n'avez plus rien à craindre. » En fait, je le regardais, ce monsieur-là, il me dit « Mais en fait, votre place n'est pas ici. Hein. » D'accord, ok.
Mais s'il y a une chose que, en fait, le génocide aussi m'a aidé c'est que, en fait, je n'ai plus peur de rien. Et ce monsieur, il me dit que je peux retourner chez moi et que je n'ai pas ma place. Je dis, écoutez, bon, c'est juste une question du temps. C'est ce qu'on verra. Et je reste là. Donc, j'ai été un sans-papier ici pendant presque 8 ans. Et ça a été dur, ça a été difficile. J'ai fait des jobs que vous ne pouvez pas imaginer, des cueilleurs de fraises. Mais pendant ce temps-là, en fait, il y a des gens toujours qui ont été sur mon chemin, notamment quand même la communauté juive. Et j'avais envie aussi de savoir. Je fréquentais l'université libre de Bruxelles, notamment l'Institut de judaïsme. J'ai eu la chance d'avoir des grands professeurs comme Jean-Philippe Schreiber et Thomas Gergely qui m'ont aidé aussi, et le service social juif maintenant aussi. Et surtout, la maman de Viviane Schubstadt, qui est passée aussi, qui est décédée, elle était rescapée d'Auschwitz. En fait, c'est elle qui m'a donné l'impulsion de pouvoir commencer à témoigner. Les gens, vraiment, non. Et avec Madame Pinas, on a commencé à aller dans des écoles, donner des témoignages. Et j'ai été aussi même à l'IPPJ, donc à l'endroit où on met des adolescents, parce que les adolescents, on ne peut pas les mettre en prison. Et là, c'est là où le moniteur de l'IPPJ m'a dit, mais c'est la première fois que je vois ces jeunes concentrés, écouter. Bon, en tout cas, vous êtes la première personne qu'ils ont écouté. C'est là où en témoignant aussi, en participant dans des événements, donc dans les commémorations de la communauté juive et dans la commémoration de la communauté arménienne, c'est là où j'ai commencé aussi à libérer la parole. Et c'est là où j'ai commencé, ça c'est l'avant-dernier point, donc ma processus vraiment de guérison, comme mon frère Norbert disait, j'ai vraiment commencé ce que j'appelle un processus de guérison. Parce que j'ai pris conscience que les séquelles que j'ai eu, le traumatisme que j'ai avait un tel impact sur moi que c'était inconscient. J'ai eu plusieurs déclics. À un moment donné, je me rappelle que je suivais à la télévision, il disait que c'était à Mons, je pense. À Mons, il y avait un incendie dans un bâtiment social. Et la journaliste disait, mais les rescapés sont tellement sous le choc, on les a évacués, on les a mis dans un hôtel, on a donné des psychologues pour les suivre, pour les suivre. Je dis, waouh, ah bon? Donc si ces gens, ils n'ont rien perdu, ils sont encore vivants, donc ils sont sous le choc, on a donné des psychologues pour les suivre. Donc c'est là où, en fait, je me suis vu, en fait, c'est comme si moi, en fait, dans tout ce que j'ai traversé, je devais être au cimetière. Donc ça aussi, ça m'a donné quand même des déclics de commencer à travailler sur moi-même. C'est là où j'ai expérimenté beaucoup de choses. J'ai appris le yoga, j'ai appris la méditation et tous les outils aussi qui pouvaient m'aider à guérir aussi, en fait, de l'intérieur. Et surtout, ça a été important aussi de guérir émotionnellement parce que, bon, ma situation s'est débloquée vers les années, en fait, début 2008. C'est là où on m'a donné finalement un séjour. Et c'est là où j'ai créé aussi, j'ai fondé ma famille. Donc aujourd'hui, je peux dire que je suis un papa heureux parce que je suis un père de 3 enfants. Et c'est à la naissance, en fait, de ma fille, donc c'était en 2008, j'ai tellement pleuré que, en fait, les larmes m'ont sorti. En fait, je ne savais pas, on dirait que c'était un robinet qu'on ouvrait. Et les infirmiers, ils étaient autour, ils disaient, mais ils pensaient que soit j'étais fou, soit j'étais malade. Et la maman aussi pleurait parce que aussi c'est une rescapée. Et ils se chuchotaient dans l'oreille, est-ce qu'il ne voulait pas un enfant, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ça a été vraiment, c'est ma première thérapie, le fait d'avoir un enfant, le fait de la tenir dans mes bras, c'est comme si je renaissais à nouveau. Et donc, et surtout, ce qui est important, c'est là où j'ai compris le niveau de mon ignorance, le niveau aussi de mon aliénation,
mentale, et suite à l'histoire que nous avons traversée comme Africains, comme les Noirs, parce que, en fait, nous avons subi plusieurs persécutions. Il y a eu d'abord, les gens ne le savent pas, mais ce qu'on appelait traite arabo-musulmane a duré 15 siècles. Nous avons subi en fait 500 ans d'esclavage, presque près de 100 ans de la colonisation. Tout ça, j'ai pris conscience de ce que ça a eu dans ma vie. Alors, j'ai eu un livre, je vais vous lire un passage. C'est d'un sage africain, ce qui s'appelle Kéti. L'essence de la vie est dans la parole des ancêtres. Elle est contenue dans les livres. Ouvrez-le et lis-le. Et ce livre, en fait, m'a guidé aussi vers un autre livre et que je vais vous lire un extrait. J'en ai eu beaucoup. C'était, en fait, Monsieur Cheikh Anta Diop. Je ne sais pas si tout le monde le connaît ici. C'est un savant sénégalais. Il était anthropologue, historien, égyptologue. Et ça a été, en fait, une guérison encore beaucoup plus profonde parce que j'ai compris ce que je cherchais. En fait, je savais que dans ma quête, en fait, de la vérité, de ma guérison, je savais pas qu'en fait, ce que j'ai vécu, ça ne venait pas de mes ancêtres, mais ça venait de quelque part ailleurs. Alors, ça m'a permis, en fait, en lisant, en fait, des œuvres de Cheikh Anta Diop, de comprendre ce qui nous est arrivé. Je vais vous lire, par exemple, un passage qui est dans son livre. Alors, le nègre ignore que ses ancêtres, qui se sont adaptés aux conditions matérielles de la vallée du Nil, sont les plus anciens guides de l'humanité dans la voie de la civilisation, que ce sont eux qui ont créé des arts, la religion, en particulier le monothéisme, la littérature, les premiers systèmes philosophiques, l'écriture, les sciences exactes, physique, mathématiques, mécanique, astronomie, calendrier, la médecine, l'architecture, l'agriculture, etc. À une époque où le reste de la Terre, Asie, Europe, Grèce, Rome, étaient plongés dans la barbarie. En fait, ces livres, je ne les lis pas comme ça. Je les étudie, c'est-à-dire que je les ai toujours autour de moi. Donc, je vous conseille, surtout pour les rescapés, il y a un livre ici, Nation nègre et culture. Ça, pour moi, ça c'est ma Bible. C'est ma Bible. Et je sentais qu'en fait, il y avait des étapes. Je devais guérir en fait en cascade. Et ça, je conseille à tous les rescapés de faire vraiment un travail profond sur eux-mêmes, parce que nous ne pouvons pas. Ce qui nous est arrivé est tellement puissant, est tellement énorme, parce que nous avons vu des choses que normalement nos yeux ne devraient pas voir. Nous avons entendu des cris et que nos oreilles n'étaient pas faites pour voir. Nous avons vu les choses, nous avons senti les choses, nous avons les odeurs en fait, par exemple des cadavres, sont tellement, je ne peux pas vous décrire à quel niveau c'est violent. En fait, je me suis dit mais pourquoi? Je me suis dit pourquoi en fait ces choses-là nous est arrivées. Et là j'ai compris finalement que nous avons une mission, surtout les rescapés, nous sommes des messagers. Nous sommes des messagers, pourquoi? Parce que j'étais jeune, tous ces jeunes qui avaient le même âge que moi, même les personnes âgées, nous voulaient qu'une chose, nous voulaient survivre, nous voulaient vivre. Mais nous qui incarnons cette vie, c'est-à-dire que chaque rescapé compte au moins pour 10 000, au moins 100 000 vies. C'est-à-dire que nous devons en fait honorer la vie, célébrer la vie. Et nous devons aussi surtout mesurer l'importance, la chance que nous avons d'être en vie. C'est très important. Et donc, pour terminer, je vais terminer sur, j'ai annoncé la force de l'espoir. Il y a quelques mois, je suis allé au Rwanda. Et maintenant que je suis conscient, en fait, j'observe les choses. Je vois sur l'avion de ligne, donc le Rwandaya, pour ceux qui connaissent le Rwandaya, je lis le nom Omuragi. Omuragi, c'est un nom en Kinyarwanda qui veut dire beaucoup de choses. Omuragi, c'est une force.
Umurage, c'est l'héritage. Donc, nous avons un héritage ancestral tellement puissant, et que c'est une force. Et je rentre à l'intérieur de cet appareil de ligne, cet avion, je vois des imigongo. Imigongo, en fait, ce sont des objets d'art, de décoration traditionnelle qui sont là. Et ça, ce n'est pas des symboles au hasard. Donc, ce sont des symboles de géométriques sacrés. Ils sont, en fait, il y a aussi plusieurs formes spiralées. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'en lisant justement des œuvres de Cheikh Anta Diop, il a décrit en fait l'origine de l'humanité. C'est-à-dire que la région de Grand Lac, contrairement à ce qu'on nous disait, on disait que les Tutsis venaient d'Abyssinie, il fallait nous envoyer dans le Nil. Et les peuples en fait qui étaient là, c'est-à-dire les anciens Égyptiens, c'était leurs ancêtres qui les ont précédés, c'est au Soudan. Et au Soudan, en fait, c'est là où il y a beaucoup plus de pyramides. Quand on descend au Rwanda, c'est-à-dire qu'ils ont construit ces pyramides pour se remémorer de là où ils sont venus, dans la région des Grands Lacs. Parce on appelait ça, il y a 3 terres. D'abord, il y avait Tameri. Tameri, c'était la terre d'Égypte antique. Et Ta-Seti, c'était le Soudan en dessous. Et alors, dans la région des Grands Lacs, c'était Ta-Netcher. Ça veut dire quoi? C'est la terre des dieux. C'est la terre où les dieux, en fait, le grand créateur se trouve. Et le cœur de cet endroit, c'est le Rwanda. Mais pour finir, c'est-à-dire que l'humanité, si l'humanité est le berceau de l'humanité, si l'humanité est née en Afrique, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes amenés à concilier l'humanité à elle-même. Ce n'est pas à l'Asie de le faire, ni l'Occident de le faire, ni les États-Unis. En fait, c'est l'Afrique qui doit le faire. C'est-à-dire que la guérison mondiale se trouve à sa berceau, c'est-à-dire en Afrique. Et pour terminer, je vais en fait il y a une phrase que je me suis répétée tout le temps, parce que s'il y a une chose que nous avons perdue pour même que le génocide arrive, ce sont des valeurs de nos ancêtres. Je me demande toujours à moi-même, à mon niveau, comment puis-je faire pour que le monde soit meilleur? Est-ce que vous pouvez répéter après moi s'il vous plaît? À mon niveau, comment puis-je faire pour que le monde soit meilleur? Comment puis-je faire pour que le monde... Voilà. À mon niveau, comment puis-je faire pour que le monde soit meilleur? Dernière fois, comment je peux faire pour promouvoir la paix dans le monde? Comment je peux faire pour promouvoir la paix dans le monde? Donc la seule manière d'honorer ceux qui sont partis pour ce qu'ils étaient, ils étaient coupables de rien parce qu'ils étaient tous. La seule manière de le faire, c'est-à-dire c'est de devenir en fait des messagers, en fait de promouvoir la paix et surtout œuvrer chacun à son niveau pour que le monde soit meilleur. Je vous remercie.